bienvenue sur une nouvelle vidéo de lecture de Pipin, j'espère que vous allez bien. On commence un nouveau vlog au mois d'août, ça y est, le mois de juillet est terminé et j'en peux plus. J'en peux plus, pas point de vue lecture, point de vue que je me languis d'être en vacances, j'ai énormément de boulot et je remplace tous mes collègues qui sont absents, donc autant vous dire que je suis sur les rotules complets. Mais ça ne m'empêche pas de lire et de faire des très belles découvertes, parce que là, j'ai des petites choses à vous présenter que j'ai vraiment beaucoup aimées. Je vais commencer en vous présentant cette jolie BD que je découvre certes après tout le monde, mais que j'ai vraiment beaucoup aimée. Il s'agit de Les Sœurs Grémillet, le tome 1, Le rêve de Sarah. C'est de Gregorio et Barbucci et c'est publié chez Dupuis. Et j'en avais certes beaucoup entendu parler parce que je crois qu'on en est à peu près au tome 4 et je découvre le tome 1, donc je suis un peu à la bourre, il est vrai. Et parce que le design, en tout cas de la couverture, m'intriguait beaucoup. Et derrière, moi je trouvais ça très joli aussi. Le résumé avait l'air alléchant et ma curiosité avait été piquée au vif. Pour le résumé, nous avons: être sœur, ce n'est jamais facile. Mais quand on est aussi différente que Sarah, Cassiopée et Lucille, c'est la folie. L'une est bouleversée par des rêves récurrents, l'autre vit la tête dans les étoiles, et la troisième passe le plus clair de son temps avec son chat. Jusqu'au jour où elle tombe sur une mystérieuse photo de leur maman enceinte. Qui est le bébé? Et pourquoi cette photo est-elle cachée au fin fond du grenier? Pour le découvrir, il faudra s'aventurer dans la forêt enchevêtrée des secrets de la famille Grémillet. Et je voulais vraiment le découvrir parce que je trouvais que ça avait une vibe assez mignonne, assez magique, un petit peu comme le grimoire d'Elphie. Pas point de vue que là on va être avec des sorcières emplies de magie et tout, mais point de vue que le design avait l'air beau, l'histoire avait l'air intrigante et j'avais vraiment envie de me plonger dedans. Et j'ai adoré. Déjà, le design, je le trouve à la fois très beau et très chou. Notamment très chou pour ces fameuses petites méduses que je trouve absolument adorables. Je les ai trouvées beaucoup trop belles. Et après, le reste des illustrations, je trouve la colorisation vraiment douce, très belle, qui correspond bien à l'ambiance de la case ou du moment que l'on veut évoquer, quelqu'un qui est un peu plus tragique, un peu plus joyeux, avec des jolies colorisations, une très belle mise en page. Et j'aime beaucoup le design des personnages aussi. Je vous montre donc une dernière page, comme moi je trouve très très jolie. Et comme je vous disais, moi j'aime particulièrement les petites méduses, beaucoup trop choupies. Elles sont adorables. Moi je les aime beaucoup. Et ces trois sœurs sont vraiment très chou, très attachantes, avec chacune son caractère propre. Sarah, on sent que c'est l'aînée, on sent qu'elle a envie de montrer qu'elle est grande, qu'elle peut être responsable de ses sœurs, de la journée, de leurs devoirs, de tout en fait. Cassiopée, celle que l'on voit un peu plus en retrait dans le fond, c'est celle qui est un peu plus lunatique, un peu plus amoureuse, qui est un peu plus dans la féerie des princes charmants. Et la petite dernière, donc Lucille, qui est une accro au chat. Elle est passionnée par les animaux, ça se voit, elle est un peu plus renfermée, un peu plus rêveuse, et elle adore les chats. Et ces trois caractères complètement différents sont vraiment très mignons et mis ensemble, ça donne une famille un petit peu folle, un petit peu loufoque, comme justement dans le grimoire d'Elphie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, de par l'histoire qui est jolie et touchante, et de par donc ces magnifiques graphismes qui moi m'ont complètement enchantée et conquise. Et c'est sûr que je vais essayer de trouver les autres tomes à ma médiathèque parce que celui-ci je l'ai beaucoup aimé et maintenant je suis curieuse de lire les autres tomes pour les deux autres sœurs. Je sais qu'il y a un 4e tome qui est sorti je crois et je suis intriguée de voir sur quoi ça va porter parce que d'après ce que j'avais compris il y a 3 tomes pour les 3 sœurs, donc à quoi correspond le 4e? Je ne veux pas le savoir, je le découvrirai quand je l'aurai entre les mains, mais en attendant le premier tome moi j'ai trouvé super chouette. Et c'est sûr que parmi les autres vidéos, vous allez certainement voir les autres tomes qui vont passer. Point de vue roman, je vous avais laissé la dernière fois avec Terreur dans les vignes de Peter May, et je l'ai terminé. Je ne crois pas l'avoir dit dans la précédente séquence, donc maintenant je vais vous le dire comme quoi j'ai bien évidemment apprécié grandement cette lecture, parce que j'aime beaucoup ce que fait Peter May, et là comme on était dans les vignes, et que c'est vraiment un domaine qui me passionne particulièrement, j'ai passé donc un excellent moment de lecture.
C'était très agréable de faire un petit peu une enquête comme ça, un petit peu en cosy mystery, parce qu'il n'est pas policier, mais il a quand même des connaissances dans le milieu, parce qu'il est ancien médecin légiste, donc il a un petit peu des vibes de criminalité qui ressortent pour mener son enquête à lui. Et comme il est très curieux de la nature et qu'il aime les bonnes choses, évidemment que être dans un vignoble, il a forcément envie d'aller mettre son nez un petit peu partout et d'aller déguster du bon vin. Et comme il va vouloir élucider les meurtres qui ont eu lieu dans ce vignoble, que les gens ne vont pas tous l'accueillir à bras ouverts parce qu'ils ont des secrets à cacher, et bien ça va rendre des situations plutôt croustillantes ou cocasses et toujours très intéressantes. Moi j'aime beaucoup ce que fait Peter May. J'ai pas encore lu toutes ses œuvres, donc au fur et à mesure que je les trouve à ma médiathèque ou dans le commerce, je les lis et je parfais ma culture de cet auteur et je continue donc à apprécier grandement ces lectures. Donc Terreur dans les vignes, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Actuellement, je suis sur 2 lectures audio. Je suis sur une pour le Plib, donc je vous en parlerai dans une vidéo qui lui sera complètement dédiée. Sachez juste que c'est L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein, que je l'ai commencé de 3 chapitres et que pour l'instant j'aime beaucoup. En fait, en vous parlant, je suis en train de me rendre compte que j'en ai pas 2 mais 3 en cours en lecture audio. La troisième, celle dont je vais vous parler juste là, en fait, elle remplace une autre que j'ai mis en pause parce que celle-ci, elle fait partie de mon abonnement et qu'elle va s'en aller à partir du 13 août. Et donc j'avais très envie de découvrir ce titre avant qu'il parte de l'abonnement parce que il était compris dedans, donc j'avais pas envie entre guillemets de dépenser un crédit alors que je pouvais l'avoir gratuitement. Il s'agit de Bouche cousue, qui est un thriller très glauque dont j'avais entendu parler parce que quand je vais fouiner à droite à gauche dans tout ce qui est blog qui traite des thrillers, parce que comme vous le savez, je suis très très fan de ce genre. Et celui-ci m'avait intriguée parce que de toutes les personnes dont j'ai lu les chroniques, elles étaient toutes en mode « Oh, c'est particulier, waouh, c'est glauque, waouh, heureusement que ça n'existe pas, le livre olfactif, parce que j'aurais vomi tout le temps. » Je me disais « Mais de quoi il parle? Ça a l'air très dérangeant. » Évidemment que ça m'intrigue et que j'ai envie d'aller plus loin. Et c'est particulier. Il n'y a vraiment pas à dire, c'est particulier à fond. Parce qu'on va suivre une femme, et cette femme, elle est vraiment dérangée. Point de vue que elle pense avoir tous les malheurs du monde qu'elle doit porter sur ses épaules parce que elle doit tout faire à la maison. Elle doit faire le ménage, elle doit nourrir tous ses chats, elle doit s'occuper de son mari, elle doit s'occuper de la bouffe, elle doit s'occuper des nombreuses associations et cercles de voisinage duquel elle fait partie. Elle doit gérer plein de choses et elle est donc assez énervée et triste parce que donc son mari ne fait rien pour l'aider, elle doit tout gérer complètement et elle est tellement énervée qu'elle a des tendances de psychopathe et qu'un soir, en allant à l'épicerie pour pouvoir aller acheter 2-3 choses qu'elle avait complètement oubliées pendant la journée, elle va renverser un piéton et elle va être tellement saoulée qu'elle va lui rerouler dessus, le mettre dans son coffre et dire « Je m'en fous, je m'en occuperai plus tard ». Et j'étais là « Oh, ok ». J'étais d'accord. Ouais, ça commence bien. Et en fait, toute la narration, c'est du point de vue donc de cette femme qui en a marre de tout, qui est énervée pour tout, aigrie pour tout, et qui a donc des tendances psychopathes qu'elle n'assume pas, entre guillemets. Pour elle, cette personne qu'elle a renversée, elle avait rien à faire au milieu de la nuit, elle avait qu'à être chez elle, donc si elle avait pas été là, elle serait pas morte, donc c'est tant pis pour elle, elle avait qu'à pas être ici. C'est pas sa faute à elle, parce qu'elle devait penser à tout, donc si elle devait en plus penser à regarder quand les piétons ne regardent pas pour traverser, oh, qu'est-ce que c'est saoulant, quoi. J'étais là, wow, ce cynisme de fou, cette coquille qu'elle se met, ses œillères contre la réalité, c'est incroyable. Et tout le texte est comme ça, elle est en mode contre la terre entière parce que elle doit porter donc tout sur ses épaules et quand rien ne va, c'est pas sa faute à elle, c'est forcément la faute au monde entier et le monde lui en veut, le monde la persécute et donc elle est obligée de tuer pour, entre guillemets, passer ses nerfs. C'est normal. Et j'étais là, incroyable. En plus, cette femme, elle a des TOC, elle a une maladie qui fait qu'elle ramène compulsivement des choses chez elle et elle ne jette absolument rien. Donc elle vit dans une immondice sans nom,
Les services sociaux vont essayer de venir mettre leur nez là-dedans, elle veut absolument pas, et ça va créer des situations rocambolesques. Et à chaque fois, on se dit, quand on voit que les personnages viennent un petit peu trop fourrer leur nez, qu'ils viennent un petit peu trop l'embêter, on se dit, mais méfie-toi, on sait qui c'est, on sait ce qu'il peut faire. Et la tension est constante, et par contre, au vu de la diction de la narratrice qui fait qu'elle-même quelque chose de très très fort, parce qu'elle arrive à créer une ambiance particulière, et à donner un ton railleur, un ton qui en a marre, un ton égoïste, et un ton donc un peu psychopathe, et un petit peu en même temps, mais c'est pas ma faute, vous comprenez, moi je suis innocente, je suis empathique, je suis généreuse, je suis pour la paix dans le monde. Et elle arrive à nous faire croire que cette femme est totalement frêle, innocente et gentille, alors que c'est le diable incarné. Et je peux pas vous dire tout parce que ça vous serait vraiment vous gâcher le plaisir et vous révéler des pans de l'histoire, mais là où j'en suis, entre guillemets, plus je l'écoute et plus je suis en colère parce que cette femme est tellement en colère contre le monde entier que ça nous transmet cette colère et qu'on a envie de tout casser. Donc j'avoue que l'écoutant en roulant, c'est peut-être pas idéal. Bref, je n'ai pas terminé encore cette lecture, je suis encore en pleine écoute, donc à la prochaine séquence je vous en dirai un petit peu plus, peut-être que je l'aurai bien avancé ou même terminé, ça dépendra de quand je reprends la caméra. Mais en attendant, c'est une lecture très particulière, et je comprends maintenant les chroniques en mode c'est très spécial. C'est vrai, et apparemment la fin est totalement inattendue, donc j'ai très hâte d'y arriver pour pouvoir vous donner mon avis. Et la donc fameuse troisième lecture audio que j'avais oubliée, c'est Witch and God, le tome 2 de Liv Stone. Parce que j'avais découvert le tome 1 pour un challenge, je sais plus lequel exactement, que j'avais beaucoup aimé. Ce mélange entre dieu grec et sorcière, avec justement deux clans que tout oppose, ils sont en guerre constante, ils ne peuvent pas se supporter. Mais il va y avoir un pacte qui doit être scellé entre les deux clans avec un mariage forcé entre un dieu et une sorcière. Deimos, le dieu de la terreur, devait épouser l'une des sœurs de Hela, mais finalement c'est Hela qui l'a choisi, sauf que Hela, elle n'a aucun pouvoir magique. Ça c'est le résumé du tome 1, parce que dans le tome 2, on va suivre une autre sœur qui s'appelle Circé. Circé qui, normalement, va devenir la prochaine guide spirituelle des sorcières, et qui supporte pas les dieux parce qu'elle a toujours un peu des réticences envers eux, qu'ils les ont toujours trahis, qu'ils les a toujours détestés, mais qui les attire quand même également, notamment avec le dieu Hermès, qu'elle l'aime autant qu'elle le déteste. Et Circé va faire un arrêt cardiaque et va se retrouver projetée dans les enfers avec Hermès pour guide, et elle est complètement perdue parce que pour elle, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas mourir, elle a une mission qu'elle doit mener à bien, elle a un destin exceptionnel, donc elle ne peut pas mourir, c'est une erreur. Et j'ai plutôt bien avancé dans ma lecture, on est quand même arrivé à la traversée du Styx, donc c'est plutôt bien engagé dans la lecture, mais il me manque un petit quelque chose, j'ai pas ce côté magique et découverte que j'avais dans le premier tome pour le moment. Je ne sais pas si c'est parce que je le lis, enfin si c'est plutôt que je le suis en version audio plutôt que le premier tome je l'avais en version papier. Pourtant la narratrice c'est plutôt bien, elle arrive à vraiment emmener le lecteur avec sa narration. Mais je sais pas, est-ce que c'est parce que je n'ai même pas trop déjà Circé dans le premier tome et que j'ai vraiment moi envie de lire le troisième avec Méroé parce que c'est la sœur que je préfère. Et peut-être aussi que je suis pas spécialement fan d'Hermès non plus. Donc deux personnages avec lesquels j'ai pas le plus d'affect et pourtant qui sont centraux, c'est peut-être pour ça. Et pourtant moi j'adore tout ce qui se passe aux enfers et comme là on y est, je me dis que peut-être que ça va être bien, ben, on va recroiser Thanatos, on va croiser peut-être Perséphone et Hadès. J'ai envie d'en savoir plus et quelque chose me dit que la mort de Circé n'est peut-être pas si naturelle que ça. En tout cas, c'est mon hypothèse à moi. J'attends de voir. Je vais d'abord terminer Bouche cousue parce que, donc comme je vous disais, c'est tant que je l'ai dans mon abonnement que je l'écoute et après je retournerai à la suite de Witch and God. Donc je vous donnerai la suite dans une prochaine séquence. Et avant de vous quitter, je vais vous parler de ma lecture en cours du moment, Un bon petit bébé, que j'avais très envie de découvrir, notamment dans cette période de l'année, parce qu'on va parler de sirènes. Je vais vous présenter 200 d'écume et de glace de Alexiane de Lys, publié chez Michel Lafon. C'est le premier tome, Métamorphose.
j'avais découvert Alexiane de Lys grâce au Plib avec son titre Tiziri qui m'avait complètement charmée. Et j'avais très envie de découvrir les autres écrits de cette autrice, notamment parce que cette trilogie, je l'avais vue passer, mais je l'avais, comme beaucoup de titres malheureusement, un petit peu oublié parce qu'il y avait tellement de choses que j'avais envie de lire que celui-ci, ne l'ayant pas sous la main, je l'avais un peu oublié. Quand je l'ai trouvé à ma médiathèque, évidemment que je me suis ruée dessus parce que j'étais, comme je vous dis, fan de Tiziri et je voulais absolument découvrir cette trilogie-ci qui comporte des magnifiques couvertures, mais regardez-moi cette beauté. Je suis sous le charme de cette magnifique couverture. Le derrière est tout aussi beau. Et en en-tête de chapitre, on a, je vais vous montrer tout de suite, une petite sirène très mignonne, hop, qui vient agrémenter le tout. Cette couverture, j'ai regardé et l'illustration a été faite par Tiffs. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je suis allée voir en tout cas son compte sur Instagram et je me suis rendu compte qu'elle a fait beaucoup d'autres couvertures et elle a un travail incroyable. C'est vraiment une illustratrice ou que j'adore ce qu'elle fait. Donc je vais aller suivre un petit peu plus son travail et en attendant, je vais vous lire le résumé. La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. Atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour, la lycéenne se retrouve coincée dans le Finistère chez une tante excentrique dont elle ignore tout. Elle qui n'avait jamais fait face à l'océan se sent pourtant irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystiques plus dangereux les uns que les autres, des êtres qui pourraient bien remettre en question toute la vie de l'adolescente. Et on nous dit donc que c'est le premier tome d'une trilogie qui maintenant, si je ne me trompe pas, les 3 tomes sont sortis. Les 3 tomes sont d'une beauté incroyable, les couvertures, je les adore toutes les 3. Et franchement, celle-ci, c'est celle qui m'avait donc le plus intriguée au début, parce que je trouvais cette femme magnifique, cette couverture sous l'eau comme ça, avec, donc on le sait, que ça va parler un petit peu de créatures mystiques, avec notamment des sirènes. Et quoi de mieux que de lire une lecture en rapport avec l'océan et avec les créatures qui la peuplent pendant l'été quand il fait très chaud et donc pour avoir une lecture rafraîchissante. Comme le prouve mon marque-page, je l'ai plutôt bien entamé, je suis presque même à la fin parce que je le dévore. J'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dedans que avec Tiziri qui m'a compris presque dès les premiers chapitres. Alors peut-être parce que ça a été écrit avant Tiziri, donc peut-être que la plume était un peu plus fragile, tâtonnante, même si elle avait écrit d'autres œuvres avant. Elle a écrit Les Ailes d'Émeraude et Le Secret de Lomé, 2 titres que je n'ai pas lus du tout, donc je n'ai pas d'autres outils de comparaison à part Tiziri. Je suis moins rentrée dedans dès le début, peut-être que c'est dû également au fait que Tiziri c'est un personnage qui est très fort, qui a du caractère, qui va de l'avant et qui va dans une aventure incroyable dès le début, que la Perséphone elle est quand même beaucoup plus réservée, elle est le souffre-douleur de son école, elle est martyrisée, elle est moquée et elle a du mal à s'affirmer et à aller de l'avant. Quand elle va découvrir ses origines, elle va pas les accepter tout de suite, elle va être vraiment tiraillée entre 2 mondes, un petit peu timide, un petit peu dépourvue, un petit peu étonnée par tout ce qui se passe et tout ce qui l'entoure. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu plus de mal à m'intégrer au récit, parce qu'elle est beaucoup plus effacée que Tiziri. Mais à côté de ça, une fois que je suis rentrée dans l'histoire, j'étais vraiment bien dedans parce qu'on découvre des choses merveilleuses. La plume d'Alexiane de Lys est vraiment envoûtante. Elle est immersive, point de vue qu'elle arrive à nous décrire parfaitement un monde magique sous l'eau qui va nous envoûter, même si on n'est pas fan de l'océan, j'ai l'impression, parce qu'elle arrive vraiment bien à nous prendre par la main, à nous décrire un monde que l'on ne connaît pas, à mixer les légendes également pour pouvoir avoir quelque chose de plus dynamique. Moi j'aime beaucoup notamment le mix qu'il y a avec les légendes bretonnes vu qu'on est dans le Finistère. Et là également il y a une partie où il y a des légendes brésiliennes. Donc c'est 2 choses qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir dans les livres et notamment encore moins ensemble. Donc je trouve ça très frais, très intéressant, très punchy. Et là où j'en suis arrivée, je suis à un moment où je peux pas trop vous en parler, point de vue que ça va complètement vous spoiler. Mais sachez juste que Perséphone va donc comprendre qu'elle a des origines qui ne sont pas qu'humaines.
et que sa famille a disparu, et qu'elle a disparu en faisant un sale coup à la reine des océans du Finistère, qui est dans une cité qui est en rapport avec les légendes bretonnes que j'aime beaucoup, donc je suis ravie de la voir par ici. Et la reine lui offre un pacte où elle doit aller chercher un objet qui a été dissimulé par la mère donc de Perséphone, et si elle lui ramène cet objet, elle épargne toute sa famille. Donc en gros, oui, le choix de Perséphone est assez vite fait, elle va l'aider, hein, bien sûr. Elle va essayer de sauver sa famille envers et contre tout, même si finalement elle se rend compte qu'on lui a beaucoup menti sur ses origines. Et on est arrivé à un moment où il y a vraiment des batailles, des combats, des complots, des conflits, des retournements de situation. Et j'en suis à un moment où elle doit aller faire cette quête justement. Elle a un compagnon de route avec elle qui est assez mal en point, qu'elle essaye de sauver, mais qu'il y a des gens qui sont un peu en mode non, on veut vous voir morts tous les deux finalement. J'en suis là, c'est assez prenant, mais quand je vois que j'arrive à la fin du premier tome, je me dis que je pense que j'avais l'impression que le premier tome allait être consacré à cette quête et que les autres tomes allaient découler du résultat de la quête, mais finalement, vu comme je me rapproche de la fin, j'ai plutôt l'impression que la quête va être dans le second tome, et que le troisième tome va être le résultat de la quête et les conséquences qui vont en découler. Peut-être que je peux me tromper, j'attends de voir, mais j'espère que la quête va pas être expédiée dans les 100 pages qui me restent, parce que ça risque d'être un peu rapide et frustrant. En attendant, j'aime beaucoup cette lecture, et j'aime beaucoup les détails et l'imagination qu'elle a au niveau justement de ces sirènes et tritons. Elle a une imagination débordante que je trouve passionnante, qui nous offre un monde sous l'océan qui est coloré, qui est varié, diversifié, avec beaucoup de défauts également, parce qu'on est vraiment dans une société matriarcale plus, où la femme c'est la sirène, et l'homme, soit on le tue parce qu'il sert à rien, soit ça va forcément devenir un esclave. Donc il y a des torts un petit peu aussi. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est la queue des sirènes, on va dire. Point de vue que c'est super original, elles ne naissent pas avec une queue de poisson, elles vont naître avec le haut du corps, donc humain, et le bas du corps pas encore formé, et c'est un animal marin qui va venir s'imprégner de ce nouveau-né, et en s'imprégnant de ce nouveau-né, il va lui déposer un peu de son ADN, et donc le nouveau-né va hériter de la queue du poisson ou du cétacé qui se sera entiché de lui pour devenir un petit peu son animal totem, son gardien. Donc on peut aussi bien avoir une queue de dauphin que de requin, que de poisson clown ou de maquereau. Ça dépendra totalement du poisson ou de l'être qui va venir s'enticher du nouveau-né. Par exemple, la reine de l'océan, c'est une pieuvre qui est venue la voir. Donc, son bas de corps, c'est pas une queue de sirène finalement, ce sont les tentacules de la pieuvre. Et c'est super chouette. J'ai trouvé ça super original et très innovant. Moi, j'aime beaucoup et j'ai hâte d'aller replonger avec Perséphone, d'aller plus loin, de découvrir encore plus cet univers. Et j'espère que la fin ne va pas me laisser trop dans l'expectative parce que j'ai pas le tome 2 sous la main. Mais en tout cas, ce tome 1, pour l'instant, il arrive à me convaincre, il arrive à me transporter sous l'océan avec elle, et j'aime vraiment beaucoup. Et c'est avec ces belles paroles et ce joli livre que je vais vous laisser ici, sur cette séquence, et que je vous reprendrai dans une prochaine pour vous parler donc de l'avancée de mes lectures et des nouvelles que j'aurai commencé après. Donc à tout de suite pour vous, et à plus tard pour moi. Je vous prends un tout petit moment parce que j'ai un petit peu de temps et parce que... Regardez.
j'ai reçu des petites choses. C'est des cadeaux de moi à moi, hein. En fait, pas de partenariat, rien du tout. C'est juste des livres qui me faisaient envie, que j'avais précommandés et qui viennent donc d'arriver. Donc, j'ai très hâte d'ouvrir ça. Je vous prends vraiment pas longtemps parce que j'ai déjà une mine affreuse. Je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo, mais pas pour le moment. Et parce qu'il fait aussi 8000 degrés grâce à cette merveilleuse canicule qui dure depuis très très longtemps. Trêve de blabla, ouvrons tout ça. Yes! Le premier. Oulala, 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 le dernier, merci Thompson de Patricia Briggs. Si vous saviez depuis combien de temps je l'attends. Je pense depuis à peu près que je sais qu'il est sorti en anglais, que la couverture magnifique, regardez-moi cette pépite, a été dévoilée. J'ai vu qu'il avait été sorti en grand format, mais comme vous voyez derrière moi, ils sont tous en format poche, donc je voulais pas prendre que le tome 13 en grand format, ça aurait été un peu ridicule. Donc j'ai attendu patiemment. Et le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Oh, j'ai déjà tellement hâte de le dévorer, mais j'ai peur que je le défonce en même pas un jour, parce que je suis tellement impatiente à chaque fois de les lire que je les dévore. Et après, je suis très frustrée parce que ça, c'est le dernier tome sorti également en VO. Donc, tant que Patricia Briggs n'écrit pas de tome 14, aïe aïe aïe. Et c'est pareil pour Alpha et Omega. Je les ai tous et ils sont tous pareil sortis en version anglaise. Donc, l'attente va être très longue. J'ai déjà hâte. Et en même temps, je me dis, réfrène-toi un petit peu parce que il n'y en a plus. Donc, ça, c'était le premier cadeau de moi à moi. C'était pour la rentrée littéraire parce que Patricia Briggs, merci Thompson, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Le second est beaucoup plus gros, je pense savoir ce que c'est, mais on va vérifier ça tout de suite ensemble. Oh, c'est lui, c'est celui que je pensais. Je vois déjà le jaspage et il est à tomber. J'enlèverai la protection après, mais... il est trop beau. Oh là 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 là, c'est en relief, c'est de toute beauté, et comme je vous disais, il y a un jaspage incroyable. Attendez, j'enlève la protection en plastique et je vous montre ça d'un peu plus près. Oh waouh! C'est une dust jacket en soft touch. Incroyable, j'ai encore jamais vu ça. C'est super beau et original. Et je sais pas si on voit bien, mais au niveau de tout ce qui est feuilles, c'est en relief avec un espèce d'aspect un peu doré, brillant comme ça. C'est sublime. Le dos, pareil, au niveau de la bibliothèque, ça va faire un truc incroyable. La quatrième de couverture est de toute beauté. Et le jaspage, et il est partout, tout aussi beau. Incroyable, depuis le temps, celui-ci, qui me faisait envie en anglais, que j'ai jamais pris le temps de le sortir de ma wishlist. Voilà, je me suis dit, bon, il sort en français, il sort dans une collection qui va être absolument divine, ce qui est le cas. J'espère que je ne vais pas mettre autant de temps de le sortir de ma palle, mais en tout cas, ce que j'ai entre les mains, c'est très beau. Regardez, regardez, regardez. Oh là là. Qu'y a-t-il sous la dust? Alors, sous la dust en elle-même, elle est toute blanche, il n'y a rien de particulier. Mais au niveau du livre en lui-même, il est comme ceci. Une espèce d'aspect tissé, très beau. Et derrière, le quatrième de couverture est toute simple. Hop, regardez comme c'est joli. Ils ont fait un travail une fois de plus au niveau édition éditoriale qui est magnifique. Et je crois qu'il y a quelque chose au niveau des chapitres. Attendez. Oh bah déjà, première partie. On retrouve la pelote, la pelote de fil et voilà, au niveau du chapitrage, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. J'imagine qu'il y a donc plusieurs parties vu que je suis tombée, oh oui, sur les illustrations de la première. Voici la seconde. Très jolie. J'ai hâte de le découvrir. En revanche, je ne sais pas comment il a été imprimé, mais il pue. Je ne sais pas si c'est l'édition, si c'est le transport ou autre, mais il pue. Ça ne va pas du tout. Mais c'est qu'un détail, mais j'aime beaucoup d'habitude renifler, entre guillemets, mes livres. L'odeur du papier, de l'encre,
de l'impression. Il y a certains livres, ils ont une odeur absolument incroyable. Celui-ci, pas du tout. Il pue la mort. Donc on va le laisser s'éventer et ventiler un peu plus loin, mais en attendant, il est sublime. Et voilà, j'avais oublié de vous montrer cette partie-ci de la Dust Jacket, qui est vraiment magnifique. Moi, je vais le laisser avec la Dust, justement. Je ne vais pas l'enlever parce que je trouve la Dust beaucoup plus jolie que ce qu'il y a en dessous. Avec cette couverture qui reprend celle qu'il y avait donc dans la version anglaise, avec les vignes, avec Ariane, avec le fil et avec tous les symboles un petit peu grecs sur le côté. Magnifique. Mais même dans la bibliothèque, de ce côté-là, il serait vraiment sublime également. Donc, ces deux petites pépites, je suis trop contente de les avoir reçues. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir les lire, mais en attendant, elles vont être sublimes dans ma bibliothèque, je suis ravie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué vous aussi pour ces deux-là ou pour autre chose, qui sait. Je serais curieuse de savoir si vous avez craqué vous aussi, et sinon si vous avez déjà lu ces deux ouvrages. Dites-moi tout parce que moi, je vais les découvrir, et j'ai très très hâte. Et je vais donc conclure cette séquence ici, toute petite comme je vous disais, mais c'était juste pour vous montrer les deux petites réceptions du jour, et j'en suis très très contente. Donc, à la prochaine dans une nouvelle séquence. Je vous reprends une toute dernière fois pour conclure ce vlog avec une dernière séquence. J'en avais filmé une autre il n'y a pas si longtemps, mais finalement, vu la longueur qu'elle fait, je préfère la garder pour un autre vlog, sinon il va faire plus d'1 heure, ce sera beaucoup trop long. Donc je vous ai mis quelques petites séquences par-ci par-là, pendant mes vacances où je profitais des magnifiques fleurs et autres merveilles de la nature, et où je vous montre aussi vite fait comment je fonctionne pour créer des photos sur Instagram. C'est un exemple parmi tant d'autres, là j'en ai pris une parce que j'étais en train de travailler dessus pour vous montrer, au cas où ça vous intéresse, comment je crée mes décors en fait. Et en créant ces décors, comme vous avez pu le voir, j'attends avec la plus grande des impatiences le Pumpkin Autumn Challenge, qui est donc l'équivalent de ma saison préférée, avec donc un challenge qui me tient tout particulièrement à cœur parce que c'est le tout premier que j'ai connu et auquel j'ai participé. Et donc je suis en train de lire 2-3 petites choses histoire de me mettre déjà dans un mood un peu plus automnal, même s'il fait très beau encore dehors, très chaud également, ma tenue peut en témoigner. Et je lis par contre 2-3 petites choses qui sont à l'envers, bravo moi, 2-3 petites choses pour me mettre un peu dans le mood automnal et pour que je puisse après vous proposer 2-3 lectures un petit peu dans le style spooky ou dans le style automnal également. Donc là nous sommes sur Vampiria Inquisition, c'est le premier tome qui s'appelle L'Inquisiteur et son ombre. C'est dans le même univers que la saga Vampiria de l'auteur Victor Dixon. Victor Dixon donc, qui a aidé pour créer cette BD avec Eder Messias, je ne sais pas, avec Eder, qui est donc pour certainement tout ce qui est design et dessin de Vampiria. C'est pas mal du tout, c'est très shiny, et l'intérieur est très joliment fait également. J'aime beaucoup les premières pages, comment sont présentées la BD. Hop, et voilà quelques planches pour vous montrer à quoi ça ressemble. Le design est particulier, mais très sympa aussi. Cette planche-là me fait particulièrement penser au film Vampire, vous avez dit vampire.
Alors je sais pas si c'est un clin d'œil, une inspiration ou autre, mais en tout cas, je vous mettrai la photo de comparaison du film juste ici, mais ça me fait super penser à ça. Et hop, je vais vous montrer une en plus. Et après, je vous laisserai découvrir, histoire de pas trop vous spoiler non plus. Et donc, Vampire Inquisition, ça dit: en l'an 1715 de l'ancienne ère, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Cela fait 3 siècles qu'il règne depuis Versailles sur la Magna Vampiria, un vaste empire s'étendant à l'Europe entière. Son bras armé, l'Inquisition, frappe l'hérésie partout où elle se niche. En l'an 299 de l'ère des ténèbres, Silver, l'humble jardinier, et Daphné, la noble lectrice de la baronne, s'aiment d'un amour interdit au château de Torteval. Leur vie va voler en éclats lors de la visite d'un inquisiteur vampire, les emportant dans un tourbillon de magie noire. Et c'est pas mal du tout. Ça reprend bien, on va dire, le concept donc des romans Vampiria, avec le roi Soleil qui est devenu donc un vampire et qui a étendu un empire de ténèbres sur toute l'Europe. Et il y a donc les personnes de parents, les pauvres, tous ceux qui ne sont pas donc issus de la noblesse, doivent une dîme de sang aux vampires et doivent s'en acquitter, sinon vous allez finir en casse-croûte plutôt que juste en donnant un impôt de sang. Et on va donc suivre ce jardinier et cette lectrice qui s'aiment d'un amour impossible, vu qu'elle est, on va dire, pseudo-noble parce qu'elle a été recueillie par la baronne, donc elle n'est pas issue d'un sang royal ni noble, mais c'est tout comme parce qu'elle a été adoptée par la famille. En revanche, Silver, lui, n'est que le jardinier, et la famille de la baronne ne compte pas du tout l'adopter. Donc, mais les deux, ça va pas être possible leur amour parce que les barons sont totalement contre, et c'est sans compter l'arrivée de certains vampires qui vont venir tout chambouler. C'est pas mal, il y a de l'action, il y a toujours ce côté donc vampirique, ce côté roi de la nuit, ce côté un petit peu monstrueux donc qui se dégage de ces créatures, et il y a le début d'une aventure, puisque donc c'est un tome 1, et je pense que ça peut aller un peu comme la saga qu'il avait créée pour la Cour des Ténèbres, et je pense que ça peut aller presque en une trilogie, voire même plus loin, parce que pour le moment, moi je n'ai lu que le premier tome de ce support en BD. Et j'ai même d'ailleurs lu que le premier tome en support roman. Il faudrait que je m'y mette parce que je suis un peu à la bourre. Mais donc, je me mets à lire des choses un peu plus mois de septembre-octobre pour pouvoir vous proposer ça par la suite dans une autre vidéo qui sera dédiée aux lectures automnales et spooky. Ça c'était un petit teasing en passant, mais je vous en dirai pas plus. Et je pense que je vais arrêter ici donc cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser comme d'habitude la section des commentaires pour qu'on discute tous ensemble de ce que vous avez lu en été, de ce que vous aimeriez lire en automne. Est-ce que vous êtes comme moi impatient de la sortie du pack parce que j'attends avec la plus grande des impatiences que Guimauve dévoile le contenu du pack de cette année avec que vont contenir les menus et quel sera le thème qu'elle aura choisi. Je sais que c'est dans pas longtemps, mais à la fois c'est dans très longtemps en même temps, tellement je suis impatiente de créer une nouvelle pile de lecture qui va être dans un goût un petit peu plus donc automnal. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres petites séquences comme ça sur comment je travaille sur Instagram ou autre. Comme ça me donne des idées après pour agrémenter mes prochaines vidéos. Bonne lecture à tous et à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!